Benyamin Netanyahou est aujourd'hui l'homme le plus puissant d'Israël. En plus du rôle de Premier ministre, il cumule également les portefeuilles de la défense, des affaires étrangères, de la santé et des affaires religieuses. Du jamais vu dans l'histoire d'Israël. À cela s'ajoute le fait qu'il s'apprête à battre le record de longévité à la tête du gouvernement israélien. Bonjour Jean-Pierre Fillu. Bonjour. Vous êtes professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po Paris et vous avez écrit de nombreux ouvrages sur cette région, donc le Moyen-Orient. Et en cette nouvelle année, vous avez décidé de consacrer un livre à Netanyahou intitulé « Main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste ». Ce qu'il faut dire, c'est que l'idée de ce livre intervient après l'histoire d'une fake news de Netanyahou en 2015. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui, fake news, vous êtes bien aimable. C'est un véritable mensonge d'État qui a scandalisé en moi à la fois l'historien et le citoyen. Je rappelle les faits, on est devant le Congrès sioniste mondial à Jérusalem, on est le 20 octobre 2015. Et Netanyahou, froidement, d'ailleurs je connais des participants à ce congrès qui ont cru qu'il y avait une erreur dans la traduction, annonce en anglais que Hitler n'avait jamais eu l'idée de gazer les Juifs et que c'est le moufti de Jérusalem, Benjamin el-Husseini, qui en 1941 lui aurait suggéré cette forme d'extermination de la population juive d'Europe. Donc c'est évidemment une honte du point de vue de la réalité historique. D'ailleurs ça a provoqué un tollé en Israël, et l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Eli Barnavi, a même parlé d'une prostitution de la Shoah, ce sont ses propres termes, et moi-même, ça m'a donné cette idée d'aller rechercher, mais qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'un Premier ministre israélien veuille exonérer Hitler de la responsabilité intellectuelle de la Shoah. D'où ce livre, cette recherche, où j'ai appris beaucoup de choses sur le personnage et où j'ai voulu mener une réflexion sur la longue durée, sur plus d'un siècle, sur le mouvement sioniste. J'ai envie de vous demander tout de suite, justement, alors qu'est-ce qui l'a poussé à dire cela ? Qu'est-ce qui l'a poussé à dire que le grand mufti de Jérusalem aurait inspiré la solution finale à Hitler ? Alors d'abord, j'ai découvert qu'avant cette déclaration publique, qui a été, soulignons-le, démentie par Angela Merkel de la manière la plus catégorique, alors même que Netanyahou visitait l'Allemagne juste après ses propos énormes, j'ai découvert qu'en privé, cela faisait déjà des années qu'il consacrait une partie des entretiens en tête-à-tête qu'il avait avec des dirigeants du monde entier à marteler cette thèse, ce mensonge d'État de la responsabilité intellectuelle palestinienne dans la Shoah. Et donc j'ai cherché comme historien et j'ai vu qu'il y avait du côté de son père, donc Benzion Netanyahou, historien, mort au début de ce siècle, a passé 102 ans, aussi la volonté de réécrire l'histoire du peuple juif. Benzion Netanyahou disait « l'histoire du peuple juif est une histoire d'holocauste au pluriel ». Donc déjà ce pluriel me paraissait un peu inquiétant. Et j'ai vu que Netanyahou, en fait, systématiquement utilisait cette nazification de ses adversaires, en l'espèce les Arabes, mais avant il y avait eu Yitzhak Rabin, qui avait été caricaturé en officier SS, pas par Netanyahou lui-même, mais en 1995, peu avant l'assassinat du Premier ministre israélien, dans des meetings où Netanyahou était particulièrement violent à l'égard de Rabin. Oui, ça, on va en revenir sur la mort de Yitzhak Rabin. Alors, on va revenir au début du livre. Ce que vous révélez dès le début du livre, c'est d'où vient la doctrine de Netanyahou, sa pensée politique. Alors, il y a un nom qui apparaît, c'est Jabotinsky. Moi, je ne connaissais pas. Et Jabotinsky prône ce que vous appelez un sionisme révisionniste. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que le sionisme révisionniste? Lui-même se qualifiait de révisionniste, c'est-à-dire que Jabotinsky en 1922 donc, va faire une scission dans le mouvement sioniste, parce que selon lui, les Britanniques ont trahi le mouvement sioniste parce qu'ils n'accordent, entre guillemets, que la Palestine dans leur mandat, alors que lui voulait aussi la Transjordanie, donc l'actuelle Jordanie, de l'autre côté du Jourdain. Donc c'est sur cette question très précise de l'expansion territoriale, ce qui permettra d'ailleurs après de dire que, après tout, les sionistes n'occupent que quelques pourcents de la terre qui leur aurait été accordée par les Britanniques en incluant les immensités du désert jordanien. Mais ce qui est plus important, je crois, c'est que Jabotinsky est complètement la figure opposée, antagoniste de David Ben Gourion, qui va s'imposer à la tête du sionisme travailliste avant de devenir
le premier chef de gouvernement et donc le fondateur de l'État d'Israël en 1948. Il y a une opposition donc très forte, politique, droite-gauche, voire extrême droite, gauche progressiste, mais aussi une vision profondément pessimiste à la fois du projet sioniste en Palestine. L'idée, pour Jabotinsky, il faut un mur de fer, une muraille d'acier, suivant les traductions. Et donc ce mur de fer doit avoir d'un côté le plus grand nombre de juifs possible et de l'autre côté le plus grand nombre d'arabes possible. Et ce qu'il faut, c'est repousser ce mur. Donc on voit qu'on n'est pas du tout dans la coexistence, dans la paix. D'ailleurs, Jabotinsky dit « nous n'aurons jamais d'arrangement avec les Arabes parce qu'il ne faut pas les sous-estimer. Ils comprennent parfaitement que notre projet est un projet de dépossession. » Et puis il y a une dimension sociale. Jabotinsky est un ultralibéral et on retrouvera ça avec Netanyahou. On oublie souvent que Netanyahou n'est pas qu'un dirigeant de la droite nationaliste, c'est aussi un ultralibéral qui, en 2002, quand il était ministre des Finances, a qualifié les syndicats israéliens de gangsters. Et donc, face à la Histadrout, aux syndicats sionistes, Jabotinsky prônait au contraire un soutien tout à fait inconditionnel au patronat juif dans ce qui était la Palestine sous mandat. Ce qu'il faut dire après, c'est que Netanyahou, lui, il va rapidement gravir les échelons au sein du Likoud. Et alors avec un élément déclencheur, qui est la mort de son frère, qui va le pousser en quelque sorte à se lancer en politique. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui, alors ce qui est frappant avec Netanyahou, c'est qu'il est né en 1949 à Jérusalem, il est donc né dans l'État d'Israël, mais que dès 1972, il va faire ses études aux États-Unis, après avoir servi pendant 5 ans dans les forces spéciales et d'ailleurs participé au raid sur l'aéroport de Beyrouth en 1968, où une partie de l'aviation civile libanaise a été détruite. Et donc, il ne se voit pas faisant carrière en Israël. C'est assez frappant. Il fait ses études à Boston, au MIT, Massachusetts Institute of Technology. Il a un premier emploi au Boston Consulting Group. Et c'est seulement quand son frère, donc Jonathan Netanyahou, qui est devenu aujourd'hui un héros national, meurt en 1976 à la tête du commando de libération des otages détenus sur l'aéroport d'Entebbe en Ouganda. C'est seulement à ce moment-là qu'il va d'une certaine façon se construire un prénom, parce que le nom de Netanyahou est d'ores et déjà célèbre. Il y a eu des cérémonies très solennelles autour de son enterrement. Il est enterré, Jonathan Netanyahou, au mont Herzl, là où toutes les grandes figures de l'État d'Israël reposent. Et donc, il va imposer son prénom, Benjamin. Et il va l'imposer en choisissant d'emblée la famille de son père, la famille politique, excusez-moi, de son père, c'est-à-dire le Likoud, la droite révisionniste. Et il va, dès 1988, être élu député et dans la foulée devenir vice-ministre des Affaires étrangères. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on lui reproche d'ailleurs d'avoir incité indirectement au meurtre de Yitzhak Rabin. Ah, il y a le documentaire d'Amos Gitaï, donc Le dernier jour d'Yitzhak Rabin, qui est absolument accablant. On voit effectivement des meetings avec Netanyahou au balcon, à la tribune, et avec marqué mort. Alors certes, c'est mort Arafat, mais enfin c'est quand même marqué mort très en gros. Et dans la foule, des gens qui hurlent Rabin traître, Rabin assassin d'Israël, Rabin meurtrier, et ces fameuses caricatures qu'on peut voir aujourd'hui à Tel Aviv, en plein pied du Premier ministre israélien en officier nazi. Et, parce que, je vous coupe, excusez-moi, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, on reproche à Rabin, avec l'accord de paix d'Oslo, de se laisser en quelque sorte dominer par les Arabes, comme dit Netanyahou. Alors il y a d'abord la domination supposée par les Arabes. Il faut quand même rappeler les choses. Netanyahou, je l'ai dit, a
servi 5 ans dans les forces spéciales, puis est parti aux États-Unis. Rabin est le héros de toutes les guerres d'Israël, y compris de la guerre de 67, la guerre dite des 6 jours. Donc ce reproche est juste hallucinant. Mais on voit bien qu'il s'agit de préparer l'opinion, de créer un véritable climat de haine, et c'est à ce moment-là que Netanyahou consolide son alliance avec les colons. Pas seulement une alliance politique, mais parce qu'il peut faire descendre les colons dans la rue. Non seulement dans ses meetings, mais aussi devant la résidence officielle du Premier ministre Rabin et devant sa résidence privée. C'est-à-dire que Rabin est littéralement harcelé, persécuté, avant que finalement un de ses colons passe à l'acte et l'assassine le 4 novembre 1995. Et c'est la veuve d'Yitzhak Rabin, Léa Rabin, qui a accusé directement Netanyahou d'avoir incité au climat de haine qui a favorisé le meurtre de son mari. Et malgré tout ça, en 1996, Netanyahou accède au pouvoir. C'est le plus jeune Premier ministre de l'histoire d'Israël. Alors, au-delà de ça, qu'est-ce qui lui permet de se faire élire ? Alors d'abord, il y a le fait que celui que j'appelle Bibi l'Américain, Bibi c'est le surnom affectueux, soulignons-le, de ses partisans, a contribué à une américanisation très forte de la vie politique en Israël. Alors comme toujours, comme maintenant c'est acquis, ça paraît normal, on oublie qu'il y a eu un avant. Et l'avant, c'est l'avant Bibi, c'est l'avant Netanyahou. Netanyahou arrive déjà en Israël avec de puissants réseaux financiers. Et il faut voir que l'alliance entre la droite dure en Israël, donc Netanyahou, et la droite dure aux États-Unis, elle s'est avant tout consolidée sur ces transferts financiers. Netanyahou a beaucoup d'argent. Il a des mécènes qui sont prêts vraiment à miser sur lui et qui lui permettent de mener une campagne à l'américaine en 1996. C'est la première fois, avec des clips de campagne extrêmement anxiogènes, des images d'attentats, des montages avec du sang, des terroristes, pour dire voilà, eux disent que c'est la paix, mais voilà la réalité de leur paix. Alors il y a déjà ça qui est assez terrible, et Shimon Peres, qui a succédé à Yitzhak Rabin, dont il était le ministre des Affaires étrangères, est de la vieille école, il ne comprend pas du tout cette nouvelle campagne, il est totalement désarçonné. Et il y a un débat télévisé où Netanyahou littéralement hypnotise la caméra, intervient avec des punchlines très courtes, des messages, alors que Pérez est verbeux, il s'en mêle, il parle avec le modérateur au lieu de regarder la caméra, et toutes les études a posteriori, c'est ça l'avantage d'être historien, prouvent que c'est ce débat qui fait basculer les élections, que Netanyahou remporte avec une marge infime, quelques dizaines de milliers de voix. 30 000 si je me souviens bien. 30 000, et il faut savoir que Libération, le New York Times, avait annoncé la victoire de Pérez, et que c'est seulement à 3 h du matin, heure de Tel Aviv, que le score s'inverse. Donc il est passé très très peu. Et ça, c'est aussi une caractéristique de Netanyahou, comme Trump aujourd'hui, comme ces différents dirigeants populistes. Comme Reagan à l'époque. Comme Reagan à l'époque. Mais Reagan, on ne le sous-estimait pas. On a face à des personnalités comme Netanyahou, on les juge trop jeunes, trop grossiers, trop incontrôlables, Trump ou autres. Et puis on se rend compte que non seulement ils sont sérieux, mais qu'ils ont une pugnacité tout à fait formidable. Et qu'ils vont se battre jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière voix, et que dans une élection, ça compte, et à 30 000 voix, on fait littéralement basculer non seulement l'histoire d'Israël, mais l'histoire du Moyen-Orient, parce que Netanyahou, pendant les 3 ans de son premier passage à la tête du gouvernement, va méthodiquement saboter, enterrer les accords d'Oslo avec les Palestiniens. Oui, il va enterrer les accords d'Oslo avec les Palestiniens, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que au niveau national, sa première expérience va être tout de même un échec, et surtout sur la gestion du conflit israélo-palestinien. Je pense par exemple notamment à l'affaire Khaled Meshal. Ah oui, alors il est arrivé au pouvoir trop tôt. Mais là encore, il n'est pas le seul. Orban, en Hongrie, est à peu près Premier ministre au même moment, va repasser dans l'opposition et revenir comme Netanyahou au pouvoir. Netanyahou 2009, Orban 2010. Donc ils apprennent, ces dirigeants populistes. Il faut faire
très attention, les prendre très au sérieux. Donc effectivement, il va saboter les accords d'Oslo, faut le dire, hein, ils ne s'en remettront jamais, hein, sous Barak qui lui succède, et évidemment sous Sharon qui n'a aucune envie de les mettre en œuvre à partir de 2000 et la deuxième intifada. Mais sur le plan intérieur, il y a un véritable cafouillage et déjà des affaires de corruption. Ce qui est là aussi fascinant, accablant avec Netanyahou, c'est qu'il y a un Watergate, un Irangate, un FIFAgate. Les Bibigate, on ne les compte plus. Hein. Au début, on disait le premier Bibigate, et puis les gens ont laissé tomber. On en est à une dizaine aujourd'hui. Et déjà à l'époque, hein, un mélange très sulfureux entre affaires publiques, affaires d'État, où il promet à la fois l'immunité à certains membres de sa coalition en contrepartie d'un vote, de la nomination d'un procureur général. Donc on voit qu'il en mêle tout ça. Mais cette erreur, il en apprendra les leçons. C'est-à-dire que quand il reviendra au gouvernement, il nommera comme ministre de la Justice et comme procureur général 2 de ses anciens avocats, ce qui lui permettra, pendant de longues années, d'avoir une paix royale sur le plan judiciaire. Après cette première élection, donc en 1999, il perd les élections pour être réélu et il décide de se retirer de la vie politique, tout du moins pendant un moment, une dizaine d'années. En fait, il est d'abord sous le coup d'une enquête pour corruption, hein, qui fait que jusqu'en 2000, de toute façon, il est inéligible. Et après, parce qu'on connaît son bras de fer avec Rabin, j'ai rappelé les conditions tragiques dans lesquelles il s'est terminé, mais après, il y a une vraie bataille contre Sharon. Il faut voir qu'Ariel Sharon... On connaît hein, l'invasion du Liban, sa responsabilité au moins indirecte, mais en tout cas personnelle, dans une commission d'enquête israélienne dans les massacres de Sabra et Shatila. Mais Sharon considère qu'il a gagné la deuxième intifada en 2005, qu'il peut se retirer de Gaza et qu'il peut recomposer la vie politique israélienne au centre. Et il crée un nouveau parti, Kadima, avec une partie du Likoud, une partie des travaillistes, et du coup Netanyahou se trouve complètement déporté à droite. Et le retour de Netanyahou se fait à la faveur de la maladie de Sharon, qui tombe dans le coma en 2006, qui n'en sortira pas jusqu'à sa mort 8 ans plus tard, et Netanyahou reprend, si j'ose dire, le sentier de la guerre, et il reconstitue la vie politique israélienne, cette fois sur une alliance droite, extrême droite, colon, ultranationaliste, ultra-orthodoxe, qui jusqu'à aujourd'hui est au pouvoir. C'est ça, donc il revient en 2009, où il est élu de nouveau Premier ministre d'Israël, avec un discours encore plus fort de rejet envers la gauche israélienne, envers les Palestiniens, et alors avec cette nouvelle idée politique qui est de préserver la judéité d'Israël. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, effectivement. Il faut voir que quand il revient en mars 2009, donc avec cette coalition de droite et d'extrême droite, c'est 2 mois après l'entrée de Barack Obama à la Maison-Blanche. Barack Obama va faire un discours au Caire, discours de réconciliation entre l'Amérique et l'islam, où il indique très fortement sa volonté de contribuer à la paix entre Israéliens et Palestiniens. Et là, d'une certaine façon, Netanyahou sort son joker. Il dit « D'accord, on relance le processus de paix, mais les Palestiniens doivent reconnaître Israël comme État juif. » C'est tout à fait inédit. On n'a jamais demandé aux Égyptiens, aux Jordaniens, de reconnaître Israël comme État juif lors des traités de paix qui ont été conclus en 1979, en 1994. C'est totalement absent de la reconnaissance mutuelle et simultanée entre Israël et l'OLP en 1993. Donc on voit cette nouvelle condition sur laquelle il va de plus en plus se battre et qui va effectivement empêcher que le processus de paix soit relancé. Mais au-delà même du processus de paix, il y a ce que vous soulignez, cette agressivité contre les Palestiniens, puis contre les Arabes d'Israël, puis contre la gauche israélienne, puis contre les ONG, puis contre toutes les institutions de contre-pouvoir, la Cour suprême, la justice, la presse, maintenant la police. Et c'est ce que j'appelle l'ennemi intérieur. Et en fait, cet ennemi intérieur, on le voit, hein, il est multiforme, c'est une hydre. Hein. Au début, bon, ce sont les Palestiniens, et puis ça s'étend à un champ très large de la société israélienne. Et en 2015, violant
toutes les règles de la campagne électorale israélienne le jour même du précédent vote, donc aux parlementaires. Netanyahou tourne une vidéo où il dit « Prenez garde, les ONG de gauche amènent les Arabes en masse par bus voter pour changer le résultat ». Ce qui va entraîner dans les dernières heures du vote une mobilisation massive de l'électorat de droite et d'ultra-droite. Et d'une certaine façon, dans cette vidéo assez scandaleuse, il y a toutes ces obsessions, la gauche, les ONG, les Arabes, comme si tous s'étaient unis dans un ennemi intérieur. Et effectivement, c'est pour ça qu'on peut le qualifier de refondateur par rapport au fondateur qui est Ben Gourion. Ben Gourion disait toujours « État juif et démocratique ». Ceci devant aller avec cela. Tandis que Netanyahou fait passer, avec une majorité très étriquée, dans un débat très violent à la Knesset en juillet dernier, une loi reconnaissant, donc le titre exact c'est « Israël comme État-nation du peuple juif », c'est la citation, où le mot démocratie n'apparaît même pas. Et on voit là réellement une refondation d'Israël sur de nouvelles bases de la part de Netanyahou. Justement, vous avez parlé d'Obama et de son discours sur l'Amérique et l'islam. Et alors le point d'orgue pour Netanyahou que vous exposez dans votre livre, c'est qu'il est parvenu à faire ce que aucun de ses prédécesseurs n'avait réussi jusqu'alors, c'est-à-dire aligner Washington sur ses positions. Alors ça, c'est effectivement une campagne impressionnante de la part de Netanyahou. D'abord, il faut se rendre compte de son culot. Qui aujourd'hui au monde peut prétendre qu'il va faire tomber un président américain ? Netanyahou est convaincu qu'il peut faire chuter Obama et que, après avoir échoué à empêcher sa réélection en 2012, il peut de toute façon empêcher que les démocrates restent au pouvoir. Et donc en s'alliant, cette alliance stratégique qu'il a nouée très tôt, dès la fin des années 80, avec la droite dure et de plus en plus avec ce qu'on appelle les sionistes chrétiens, bon, c'est un terme un peu étrange quand on y réfléchit, qui sont donc en fait ces fondamentalistes du sud des États-Unis, mais pas seulement, qui sont convaincus que le retour, avec tous les guillemets possibles, du peuple juif sur la terre d'Israël participe de l'accomplissement des prophéties. Donc très souvent, il y a des accents antisémites, parce que ce retour sur la terre d'Israël s'accompagnerait dans leur prophétie de toute une série de massacres, d'une conversion d'une partie des Juifs, qui de toute façon ne pourraient connaître le salut que dans le Christ. Mais ça, bon, c'est l'Apocalypse, on n'est pas pressé d'y arriver. Mais très concrètement, ça veut dire qu'alors qu'il y a une communauté juive aux États-Unis qui a massivement voté pour Obama, de l'ordre de 80%, il va s'allier avec ces fondamentalistes chrétiens, aux tendances souvent antisémites, parce qu'ils le soutiennent de manière inconditionnelle. Et ça, c'est un vrai basculement dans l'histoire d'Israël et du sionisme. Alors, pourquoi en êtes-vous arrivé à la conclusion que Netanyahou mettait fin au rêve sioniste des pères fondateurs d'Israël ? D'abord parce qu'il y a cette relation d'une très grande agressivité avec la diaspora. Je citerai juste deux exemples. Les organisations juives représentatives, justement, de la diaspora, sont tellement scandalisées par l'évolution de Netanyahou qu'en juin dernier, elles ont nommé à la tête de l'agent juif, donc qui est chargé des relations entre Israël et le monde juif, Yitzhak Herzog, donc le chef de l'opposition israélienne à Netanyahou. Ça a été un camouflet terrible. Et tout récemment, Netanyahou, dans un énième remaniement ministériel, a songé à prendre le portefeuille de l'immigration, donc qui est chargé de ce qu'on appelle l'Alia, c'est-à-dire la montée des Juifs en Israël. Et puis finalement, il l'a rattaché au ministère du Tourisme. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Donc la diaspora juive ferait du tourisme en Israël. Et on voit bien que pour lui, ce qui est beaucoup plus important, ce sont les évangéliques, d'ailleurs pas seulement aux États-Unis. Il l'a prouvé tout récemment, le 1er janvier,
en étant un des hôtes d'honneur, d'ailleurs avec Orban, avec d'autres populistes, pour l'investiture de Bolsonaro à Brasilia. Bolsonaro, qui est le champion des évangéliques brésiliens, qui avait annoncé dès son élection qu'il transférerait l'ambassade du Brésil de Tel Aviv à Jérusalem. J'ai envie de vous demander, vous qui avez écrit ce livre, donc Main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste, vous êtes un peu rentré dans sa tête. Est-ce que, selon vous, Netanyahou croit à toutes les thèses qu'il avance ? Je suis assez convaincu par sa capacité à se convaincre. Hein. Comme tout, d'ailleurs, c'est le cas de la plupart des dirigeants populistes, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont menti une fois, ils croient profondément à leurs propres mensonges. Ils en font une réalité dont ils se convainquent eux-mêmes. Mais au-delà de ce travail d'auto-suggestion, il y a une réalité qu'il ne faut absolument pas sous-estimer dans la perspective des élections israéliennes du 9 avril, qui vont être historiques sur tous les plans. C'est que Netanyahou croit à son destin. Il croit en lui-même. Il est convaincu qu'il est le champion d'Israël, voire le sauveur d'Israël. C'est d'ailleurs cette conviction qui l'amène à être d'une telle brutalité à l'égard de tous ses adversaires. Parce qu'il considère qu'il a le monopole absolu du droit, de la vérité, de la légitimité. Donc il est prêt à tout face à des adversaires qu'il a délégitimés, ce qui est assez préoccupant dans un cadre démocratique. Moi, il y a un point que j'ai retenu dans le livre qui m'a marqué, c'est que vous dites, alors selon les données, c'est qu'en 1999, même s'il perd l'élection, plus de 80% des juifs orthodoxes ont voté pour Netanyahou. Et alors ce qui est assez drôle, c'est que je suis tombé sur le dernier rapport de l'indice de pauvreté en Israël, et ça nous dit que les juifs les plus pauvres en Israël, ce sont les juifs orthodoxes. Là, c'est le paradoxe de tous les populismes. Hein. Donc en Israël, il se décline de manière tout à fait spécifique, qui est qu'on a des pauvres qui votent pour le candidat des riches. Et le candidat des riches, lui-même se présentant comme l'ami des pauvres, alors que sa politique creuse les inégalités. Hein. Donc en Israël, il y a effectivement cette dimension ultra-orthodoxe qui complique encore l'équation. Et en fait, ces milieux, ils les gèrent par le clientélisme, hein, par les subventions aux écoles talmudiques, donc aux yeshivot, qui sont tenues par les ultra-orthodoxes. Et puis, une question qu'il a toujours réussi à éviter, c'est l'exemption du service militaire pour les ultra-orthodoxes. Et une partie du calendrier qui a mené aux actuelles élections anticipées du 9 avril prochain tient à son refus, alors qu'il y est contraint par la Cour suprême, de faire voter une loi obligeant les ultra-orthodoxes à effectuer leur service militaire. On arrive maintenant à la fin de cette interview. On est désormais à 3 mois de l'élection du Premier ministre en Israël. Netanyahou se représente bien évidemment, alors même qu'il a 3 affaires de corruption sur le dos. Selon vous, est-ce qu'il a ses chances ? Il a ses chances, mais là encore, on est dans une situation inédite. Et c'est pourquoi il faut prendre très au sérieux des élections dont l'importance me paraît capitale. On a le fait que la police israélienne a recommandé sa mise en examen dans 3 affaires de corruption, fraude et abus de confiance. Le procureur général, dans les mains de qui réside la décision de mise en examen formelle, peut se prononcer avant les élections ou après. Dans les 2 cas, ça change complètement le contexte de ces élections. Netanyahou va évidemment se présenter comme une victime d'un complot, d'une chasse à l'homme, voire d'un lynchage politico-médiatico-judiciaire contre lui, mais ça peut troubler sa base. D'ores et déjà, une écrasante majorité d'Israéliens, y compris les électeurs de Netanyahou, souhaitent que la justice se prononce avant les élections. Donc, première incertitude. Deuxième incertitude, c'est que nous sommes dans un système parlementaire où le parti de Netanyahou aura entre 20 et 30 sièges sur 120. Donc, il sera sans doute le premier parti à la Knesset. Donc, le président de l'État d'Israël lui demandera sans doute de former le prochain gouvernement, mais il n'est pas du tout certain qu'il y arrive.
on peut tout à fait avoir, surtout s'il est mis en examen, un refus par les autres partis de collaborer avec lui, et donc une configuration politique nouvelle. Donc Netanyahou va tout faire pour transformer ces élections en un référendum sur sa personne, donc polarisé, divisé, comme il l'a fait toujours, en espérant s'en sortir par le haut. Mais on peut espérer, comme je le dis en conclusion de ce livre, qu'un autre Israël reste possible. On l'espère en tout cas. Merci beaucoup Jean-Pierre Fihus d'être venu. Merci à vous. Je rappelle donc votre livre qui est ici, Main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste, aux éditions La Découverte. Merci à vous. Merci encore.